Ces images ont fait le tour du monde, et vous les avez sûrement déjà vues. Il s'agit d'une fillette filmée avec son kidnappeur dans les allées d'une supérette. Nous vous proposons de découvrir plus en détail la sordide histoire qui se cache derrière elle. Aujourd'hui, la triste histoire de Sajda Groen. I've got a little girl here with a tall gentleman, and she looks so much like this Shasta. Tout commence le 16 mai 2005. La police de la ville de Coeur d'Alene, aux États-Unis, est appelée par des voisins inquiets. Ils ont vu des traces de sang sur la porte de leurs voisins. Des policiers en patrouille sont dépêchés sur les lieux, et à leur arrivée, ils constatent qu'il y a du sang partout, dans le jardin, sur les sols, les murs. Ils n'en reviennent pas. Mais ce n'est pas tout. Ils vont vite faire une macabre découverte. Ils trouvent les corps inanimés d'une mère de famille, une certaine Brenda Groen, 40 ans, celui de son compagnon, Mark Mackenzie, 37 ans, et enfin celui du fils de Brenda, qui est âgé de 13 ans, Slade Groen, dans le jardin. C'est un véritable carnage, les pauvres sont couverts de sang, et très vite, les enquêteurs se rendent compte d'une chose. Il manque les 2 derniers enfants de la famille. Le petit Dylan Groen, âgé de 9 ans, et sa petite sœur Shasta, 8 ans. Ils sont alors immédiatement portés disparus, une alerte Amber est lancée, leurs photos sont diffusées à travers le pays, et alors qu'une équipe ratisse la zone à leur recherche, une autre s'occupe d'étudier à la loupe le triple homicide et la scène de crime. Les autopsies des corps sont effectuées et elles indiquent que les victimes, après avoir été entravées, ont toutes les 3 été tuées par de violents coups portés à la tête. La piste du prédateur d'enfants est dans tous les esprits. Il est alors urgent de retrouver Dylan et Shasta. Mais voilà, malgré des recherches intensives et de grande ampleur, les enfants sont introuvables. Et c'est un jour qui va passer, puis 2, puis 1 semaine, et c'est en fait 7 semaines qui vont passer sans qu'il n'y ait aucune avancée dans cette affaire. Et c'est tragique lorsque l'on sait à quel point les premières heures sont cruciales. Mais voilà, 7 semaines plus tard, le 2 juillet 2005, aux petites heures du matin, Shasta est aperçue dans un restaurant non loin du lieu de sa disparition, dans la ville de Coeur d'Alene, et elle est en compagnie d'un homme. Fort heureusement, comme l'affaire a fait grand bruit, la serveuse a immédiatement reconnu l'enfant. Elle appelle sa responsable et lui fait part de ses doutes. Et elle n'est pas la seule. 2 clients reconnaissent également la petite Shasta. Alors c'est sans perdre 1 minute que la serveuse contacte la police. I've got a little girl here with a tall gentleman, and she looks so much like this Shasta. Okay, are they still in the building? And we're not sure. You know, she looks so much like her, and I don't know. All right, we'll have someone say it that way. Mais en véritable héros, il ne s'arrête pas là. Hors de question de laisser cet inconnu partir avec la petite. Alors, discrètement, chacun se met dans une position stratégique de manière à les empêcher de quitter le restaurant. Ils occupent d'ailleurs discrètement l'homme pour gagner du temps, et au besoin, les clients, la serveuse et la gérante feront barrage si jamais la police n'arrivait pas à temps. Mais par chance, une patrouille arrive rapidement, et ils reconnaissent, eux aussi, la petite. Ils s'avancent vers elle et lui demandent comment elle s'appelle. La petite, terrifiée, regarde son ravisseur. Elle n'est de toute évidence pas autorisée à parler sans son aval. L'homme lui répond « Vas-y, tu peux leur dire ». Et d'une voix tremblante, elle répond « Shasta Groen ». Les policiers arrêtent l'homme, qui n'opposera d'ailleurs aucune résistance, et ils confient l'enfant à la serveuse le temps de l'arrestation. La serveuse se précipite sur Shasta, la prend dans ses bras, la rassure, tout est fini, et elle lui demande où est son frère, convaincue qu'il doit attendre dans la voiture dehors. Ce à quoi la petite répond « Mon frère est au paradis avec papa et maman ». La petite Shasta est emmenée d'urgence à l'hôpital où elle y sera examinée avant de finalement retrouver son père biologique un peu plus tard. Quant à l'inconnu, il est bien évidemment emmené au poste et c'est un certain Joseph Duncan. Et sans tarder, les officiers lui demandent où est le petit Dylan. Il ne dit rien et s'enferme dans un premier temps dans le silence.
Il n'a clairement pas l'intention d'aider les enquêteurs. Les autorités doivent maintenant retracer le déroulé des événements. Ils interrogent la petite ainsi que Duncan et demandent également l'aide de la population. Ont-ils aperçu cet homme et la petite, ou bien encore son véhicule, une Jeep Cherokee rouge qu'il avait louée sans jamais la rendre? Shasta va expliquer avec ses mots d'enfant ce qu'elle a vécu. Duncan va lui aussi commencer à parler et un témoin va se manifester. C'est une femme. Elle travaille dans une station-service et a bien aperçu le véhicule ainsi qu'un homme accompagné d'une petite fille qui traînait dans les parages. Elle s'était demandé si ce n'était pas la petite fille dont tout le monde parlait, mais comme elle n'avait pas remarqué d'attitude anormale, ni chez elle ni chez l'homme, elle avait mis ça sur le compte de la parano. Mais après l'arrestation, qui a fait grand bruit, elle avait tout de même pris soin de jeter un œil aux images des caméras de surveillance. Ce sont eux, et ce sont ces images qui vont faire le tour du monde, tant elles seront terrifiantes lorsque l'on connaît le contexte. Et grâce à tous ces éléments, les enquêteurs sont en mesure de retracer les événements et ils iront même plus loin. Voilà ce qui s'est passé. Sans le savoir, la famille Groen était épiée depuis des jours par Duncan. Et ce qui intéresse ce pédophile psychotique, ce sont les deux enfants de 8 et 9 ans, Shasta et Dylan. La veille du kidnapping, la mère avait organisé un barbecue avec de la famille. Dylan et Shasta étaient partis se coucher tôt, puisqu'ils avaient école le lendemain. Puis un peu plus tard, au lever du soleil, alors que toute la famille est endormie, Duncan s'est introduit dans la petite maison tout de noir vêtu et armé d'un marteau. Et c'est là qu'il a surpris le couple. Le couple a tout d'abord pensé que l'intrus en avait après leur argent et qu'il sera parti aussi vite qu'il était arrivé. Duncan a demandé à la mère d'appeler le plus grand des fils, Slade, puis il a ordonné à la mère toujours d'aller chercher les deux petits pendant qu'il tenait en joue le reste de la famille. Alors qu'ils dormaient tranquillement dans leur chambre, Brenda était entrée et les avait réveillés. Et elle leur a dit qu'un homme était dans la maison et qu'il a exigé que toute la famille soit réunie dans le salon. Brenda, paniquée, a demandé à ses enfants de la suivre, et c'est là que les enfants ont vu cet inconnu. Il portait des gants noirs, il y avait un marteau à la main. Mark, le beau-père, a hurlé qu'il n'avait pas d'argent. Duncan lui a alors dit que s'il élevait encore une fois la voix, il lui exploserait la tête. Sous la menace de son marteau, il a fait s'allonger toute la famille face contre terre, puis leur a attaché les mains. Il a ensuite fait sortir Shasta et Dylan et les a enfermés dans sa Jeep. Il est ensuite retourné dans la maison. Shasta a alors entendu sa mère crier. Les cris se sont arrêtés d'un coup et c'est ensuite Mark, son beau-père, qui a crié. Et les deux enfants pouvaient entendre des bruits sourds émanant de la maison. Puis ensuite, Shasta a indiqué avoir aperçu son frère. Il avait réussi à échapper à Duncan. Le pauvre a couru aussi vite qu'il a pu, mais il a vite été rejoint par Duncan qui lui a asséné un violent coup de marteau à la tête. Sonné, le jeune homme a titubé jusqu'à la table du jardin avant de s'effondrer. Duncan est retourné à la maison, probablement pour finir sa sale besogne, puis s'est enfui avec les enfants. Shasta se souvient avoir été conduit avec son frère sur de longues distances et pour cause, ils seront emmenés à une centaine de miles de leur maison sur un terrain de camping isolé près de Saint-Régis dans le Montana. Il a emmené les enfants dans la salle de bain du camping, les a regardés nus. Shasta dira qu'elle savait que les intentions du ravisseur étaient plus que mauvaises. Duncan a commencé dès le premier soir à concentrer sa rage sur Dylan. Par exemple, il lui lançait des objets dessus avec une rage folle. Il était vraiment méchant avec lui, comme le dira Shasta, avec ses mots d'enfant. Duncan leur a alors dit qu'il avait tué père et mère et qu'ils ne les reverront jamais. Il a poussé le vice jusqu'à leur montrer le marteau en leur disant « C'est le marteau avec lequel j'ai assassiné votre mère ». Les enfants comprennent que leur famille a été tuée, mais ils se promettent de rester en vie. Ils se promettent que jamais ils ne cesseront de se battre. Duncan menace de les tuer en permanence s'ils n'obéissent pas à ses ordres, puis ce qui devait arriver arriva toujours dans un excès de rage. Il a mis les enfants dans la Jeep rouge et leur a fait des choses
je cite, « horribles. Ils ne cesseront de subir les assauts sexuels de leurs bourreaux. Il est même question d'actes de torture et de barbarie. Mais les enfants restent solidaires et ne perdent pas espoir. Et ce qu'ils remarquent, c'est que quand ils s'intéressent l'un à l'autre, eh bien Duncan est jaloux. Et le pauvre Dylan était sans arrêt la cible de la rage et des abus de Duncan. Il passait littéralement ses nerfs sur Dylan. Il le tabassait quotidiennement et après plusieurs jours d'abus et de violence, Dylan avait commencé à perdre espoir. Au début, c'est lui qui réconfortait sa sœur, mais il s'éteignait de jour en jour, au point où c'était sa petite sœur qui essayait avec le temps de lui remonter le moral. Elle a tout fait pour le protéger, pour qu'il garde espoir. Shasta posait toujours plus de questions à Duncan à propos de sa vie, de sa famille. Elle sentait que peut-être que c'était dans ces questions qu'elle pourrait trouver la clé de sa liberté. Elle a même demandé si elle pourrait un jour rencontrer ses proches. Et alors Duncan avait commencé à être plus gentil avec eux. Plusieurs fois, il leur a dit qu'il allait les ramener chez eux. Le kidnappeur encourage même les enfants à écrire une lettre à leur père biologique, qui de son côté est fou d'inquiétude et ne perd pas espoir de retrouver ses enfants. Les enfants écrivent, pensant naïvement que, comme promis, Duncan enverrait la lettre à leur père. « Cher papa, tu me manques beaucoup, et moi et Dylan savons ce qui est arrivé à maman, Mark et Slade. On est tous les deux désolés pour eux. Et Jesse Evans nous manque. On pourrait peut-être vous revoir à nouveau. Mais bien sûr, il n'enverra jamais ces lettres. Il leur fait juste croire qu'ils s'en sortiront. C'est un moyen pour lui de les manipuler, de les perturber et de les contrôler davantage. Et à partir de là, rien n'est sûr quant à la suite des événements. Nous sommes quelques semaines après l'enlèvement des petits. Ils ont changé entre-temps de camping. Ils sont dans la forêt de Lolo, près de Saint-Régis. Duncan a toujours indiqué que c'était un accident. Et Shasta n'était pas là. Et elle a raconté qu'elle était d'un côté de la Jeep lorsqu'elle a entendu une détonation. Elle a couru voir ce qu'il se passait et a vu son frère au sol, en sang, et hurler de douleur. Il avait l'estomac en sang. Apparemment, le coup aurait été accidentel. Duncan aurait été en train de chercher une bière dans une boîte en plastique. Il y avait son fusil de chasse posé sur cette boîte et il se serait déclenché tout seul, touchant l'enfant en plein estomac. Duncan a saisi l'arme et l'aurait pointée sur la tête du pauvre enfant qui le suppliait de ne pas le tuer, tout comme Shasta qui hurlait de son côté. Et par chance, il n'y avait plus de cartouches. Mais Duncan a alors rechargé son fusil. Dylan a continué de le supplier tout en se tordant de douleur, mais une fois l'arme chargée, il a tiré à bout portant sur l'enfant, le tuant sur le coup. Et la petite Shasta a assisté, impuissante, à la mort de son frère. Elle dira avoir vu Duncan s'effondrer et pleurer. Il lui aurait dit l'avoir tué pour abréger les souffrances de son frère. Acte prémédité ou non, impossible de le savoir. Une chose est sûre, c'est que la petite n'a pas pu parler pendant une semaine. Elle était juste pétrifiée. Quelques jours plus tard, Duncan lui a demandé comment elle voulait mourir, si elle préférait être tuée par balle ou si elle préférait être étranglée. Shasta a choisi l'étranglement pour avoir une chance et le temps de l'en dissuader. Il l'a alors allongée sur le sol, lui a passé une corde autour du cou et il a commencé à serrer. La pauvre enfant suffoquait. Elle voyait trouble, mais a eu le temps de rassembler assez d'air pour dire « S'il te plaît, arrête Jet ». À bout de souffle, elle a crié à nouveau et plus fort « S'il te plaît, Jet, arrête ». Duncan s'est immédiatement arrêté. Il lui a dit « Qu'est-ce que tu as dit, chérie ?» La petite avait déjà remarqué que quand elle utilisait ce surnom, Jet, surnom qui était utilisé par les proches de Duncan, il devenait plus calme. Et ça n'a pas loupé. Elle avait réussi par miracle à éteindre sa rage meurtrière. Il s'était alors mis à pleurer. Et peu après, alors qu'ils étaient en cavale depuis de longues semaines, Duncan lui a fait une offre. Il lui a demandé si elle voulait rencontrer sa mère. La petite a sauté sur l'occasion. Oui, bien sûr, elle le veut. Et c'est ainsi qu'ils se sont mis en route pour Coeur d'Alene, non loin du lieu de l'enlèvement, mais aussi non loin du lieu où habite la mère à Duncan.
C'est là qu'ils ont fait escale à l'épicerie. Shasta dira qu'elle avait peur, qu'elle était perdue. Elle n'avait vraiment plus d'espoir. Du haut de ses 8 ans, elle se disait que Duncan, même si on le repérait, trouverait toujours un moyen de s'en sortir. Elle agissait tel un automate. Ils sont même passés en voiture devant l'école de Shasta. Elle a pu voir les panneaux de recherche. Elle était triste de voir le visage de son frère. Ils sont même passés devant la maison de sa meilleure amie. Elle pensait dans sa tête « Je n'ai qu'à me jeter de la voiture et je serai sauvée ». Mais entre la théorie et la pratique... Et puis de toute façon, comme je vous le disais, dans le fond, elle n'avait plus d'espoir. Et c'est à ce moment qu'ils ont fait escale dans le restaurant où la serveuse reconnaîtra la petite. La serveuse dira ne jamais avoir vu un regard comme celui de Duncan. Il n'y avait pas d'émotion, le regard était vitreux, comme mort. Elle dira que tout son monde, en parlant de Duncan, tournait autour de la petite Shasta, et qu'elle ne parlait jamais sans sa permission. Elle a convaincu son responsable d'appeler la police et a même promis que si elle se trompait, elle paierait à manger à la police. Et vous connaissez la suite. On lui passe les menottes, direction le poste, mais il aura le temps de dire à Shasta « Promets-moi que plus tard, quand tu seras grande, tu vas venir me rendre visite. » Les officiers pensent que c'est grâce à ce lien que Shasta a pu créer avec son ravisseur, cette manière intuitive de communiquer, qu'elle a pu rester en vie. C'est le 4 juillet 2005 que le corps de Dylan sera retrouvé près du lieu du crime dans la forêt de Lolo, près de la ville de Saint-Régis, non loin de là où il a été tué. L'enfant sera inhumé le 16 juillet 2005, et ce n'est pas n'importe quelle date. L'enfant aurait eu 10 ans ce jour-là. Mais ce n'est pas tout, les enquêteurs vont retracer le parcours de Duncan, bien avant ses meurtres, et ils vont faire de terribles découvertes. Duncan va confesser 3 autres meurtres d'enfants et pour mieux comprendre, il faut retracer le passé du tueur. Il est né le 25 février 1963 à Tacoma et c'est dès l'âge de 15 ans, en 1978, qu'il viole un premier garçon de 9 ans sous la menace d'une arme. 2 ans plus tard, en 1980, après avoir volé des armes à un voisin, il kidnappe un adolescent de 14 ans et le toujours sous la menace d'une arme. Et c'est à la suite de ce viol qu'il sera condamné à 20 ans de prison. Il passe donc une partie de son adolescence et de sa vie de jeune adulte en prison. Il sera suivi par un psychiatre à qui il aurait déclaré avoir violé 6 garçons. D'autres sources parlent de 13 garçons. Mais il ne restera pas aussi longtemps que prévu en prison puisqu'il fera l'objet d'une libération conditionnelle après 14 ans de prison en 1994. Mais il n'est dehors que pour un bref moment puisqu'il sera de retour derrière les barreaux en 1997 pour avoir violé sa conditionnelle. Pour les enquêteurs, Duncan n'en est sûrement pas à son coup d'essai s'il a commencé ses méfaits à 15 ans. Eh bien, il est sûr que Shasta et son frère ne sont peut-être pas ses premières victimes. Les enquêteurs redoublent d'efforts et c'est sans tarder qu'ils vont faire le lien avec plusieurs affaires non résolues qui se sont déroulées entre 1994 et 1997, pile lorsque Duncan était en libération conditionnelle. Il s'agit de 2 cold cases, Sammy Joe White et Carmen Cubias. C'était en 1996 à Seattle. Sammy Joe White, 11 ans, et sa sœur Carmen Cubias, 9 ans, sont chargés par leur grand frère vers 23h un samedi d'aller acheter des cigarettes dans un restaurant qui se situe en face de l'hôtel où ils logent avec leur famille. À l'époque, les officiers de police ne savaient pas s'il s'agissait d'une fugue ou bien d'un enlèvement. L'affaire n'avait pas connu d'avancée jusqu'en 1998, soit 2 ans plus tard, lorsque leurs restes sont retrouvés dans une grange abandonnée dans le comté de King, et l'autopsie avait révélé qu'elles avaient été tuées très peu de temps après leur disparition. Et c'est en août 2005 que Duncan va avouer avoir kidnappé les fillettes, les avoir abusées sexuellement, puis les avoir tuées. Mais ce n'est pas tout, il sera également révélé qu'il était aussi responsable de la mort d'Anthony Martinez, 10 ans, dans le comté de Riverside. C'était le 4 avril 1997. Anthony, 10 ans, jouait avec des amis dans son jardin, devant sa maison, à Beaumont, en Californie, lorsque Duncan est arrivé. Il a prétexté avoir perdu son chat et a demandé de l'aide aux enfants. Mais les enfants ont refusé de l'aider. Alors il a sorti un couteau, a agrippé Anthony
et l'a jetée dans sa voiture avant de prendre la fuite. À l'époque, personne ne pouvait savoir qui était cet inconnu. Alors, c'est avec peu de pistes que l'enquête avait commencé et elle s'était terminée 2 semaines plus tard, lorsque le corps de l'enfant avait été retrouvé partiellement décomposé en pleine forêt. L'enfant était entravé avec du scotch et l'autopsie a prouvé qu'il avait été abusé sexuellement. Malgré une empreinte partielle et un portrait robot du suspect, l'affaire qui avait fait grand bruit était progressivement tombée dans l'oubli sans avoir pu être résolue, jusqu'à ce que le lien avec Duncan avait pu être établi. Et ça a pu être établi grâce à des blogueurs amateurs en juillet 2005 qui avaient fait le lien avec le composite ainsi que le signalement du véhicule qui était le même que celui de Duncan à l'époque. Et c'est après seulement, le 3 août, que la police avait été informée de toutes ces similitudes. Et Duncan n'a finalement pas tardé à avouer le crime. Cette même année, en 1997, sa libération conditionnelle avait été suspendue car il avait été diagnostiqué une nouvelle fois et il avait été décrit comme ayant une tendance, je cite, continue à la violence, aux tentatives de violence ainsi qu'aux menaces de violence. Le psychiatre dira qu'il est susceptible de commettre à l'avenir des actes criminels de violence qui constitueraient une menace grave et continue pour la vie et la sécurité d'autrui. De ce fait, c'est retour à la case prison pour Duncan, qui sera dans l'obligation de purger cette fois la totalité de sa peine, ce qu'il fera dans une prison près de Spokane, avant d'être relâché en l'an 2000, date à laquelle il s'inscrira à l'université. Il est à 2 doigts de retourner en prison en 2004 lorsqu'il est soupçonné d'avoir abusé de 2 jeunes garçons en juillet. Le juge a accordé une caution de $15 000 et un homme d'affaires de Fargo, Joey Crary, avait donné de l'argent à Duncan pour sa caution. C'est donc grâce à lui qu'il a pu être libéré. Beaucoup pensent qu'entre le moment de sa libération et le moment du quadruple meurtre, il aurait encore tué ou en tout cas abusé d'autres enfants, mais en l'état impossible d'affirmer quoi que ce soit. Duncan sera condamné au total à 3 peines de prison à vie, ainsi qu'à la peine de mort. Et depuis, Duncan attend sa sentence dans le couloir de la mort. Il a continué en attendant la peine capitale à faire parler de lui avec l'aide d'un internaute anonyme. Il a tenu plusieurs blogs, le premier qui s'appelait Fifth Nail, puis Fifth Nail Révélation, dans lequel il parle de son quotidien. En d'autres termes, il dicte à distance à un anonyme ses pensées, comme par exemple sa volonté que ne soient plus exposés les auteurs d'infractions sexuelles dans un fichier accessible au public, parlant, je cite, de discrimination, et cette personne l'écrit sur son site. Et d'ailleurs, ce site est toujours en ligne. Les enquêteurs ont étudié ce blog à la loupe pour trouver des informations concernant d'éventuels autres crimes, mais en vain. Mais l'histoire ne se termine pas là. Pour autant, la petite Shasta a connu bien des mésaventures depuis qu'elle a été sauvée des griffes de Duncan. Elle était littéralement traumatisée et avait peur d'être seule quelque part, et ce pendant des années. Ça a été difficile pour elle. Heureusement, elle pourra compter sur l'aide de son père, avec qui elle n'aura une relation très forte après le drame. Elle dira ne pas détester Duncan pour ce qu'il a fait, elle lui a même pardonné. Elle s'est rendue compte que si elle ne lui pardonnait pas, il aurait toujours d'une certaine façon un contrôle sur sa vie. Elle a bien l'intention un jour de lui faire face, de lui dire, je cite, « Voici ce que tu as fait, voici ce que je ressens, et tu ne contrôles plus ma vie. » Mais la réalité sera plus difficile pour elle. Elle se droguera pour ne plus ressentir cette peine immense qui la ronge de l'intérieur. Elle aura 2 enfants, elle se couvrira de tatouages, et malgré la naissance de ses enfants, elle deviendra une consommatrice régulière de méthamphétamine. Et elle sera inculpée à diverses occasions pour détention, consommation de stupéfiants et même pour avoir mis ses enfants en danger en laissant traîner à portée de leurs mains sa drogue ainsi que des médicaments. Mais ce n'est pas tout, elle défrayera la chronique après avoir disparu avec ses enfants. C'était une amie avec qui elle avait rendez-vous qui avait déclaré sa disparition. Les autorités lanceront des appels à l'aide afin de retrouver la jeune femme. Elle avait 22 ans et avait été vue pour la dernière fois avec ses 2 enfants, Lorenzo, 2 ans, et Omari, 1 an. La dernière fois qu'elle avait été vue, c'était un vendredi au Walmart entre 15h et 18h.
Et fort heureusement, plus de peur que de mal, la jeune femme sera retrouvée avec ses 2 enfants quelques jours plus tard, saine et sauve. Mais ce n'est pas tout. De généreux donateurs avaient constitué un trust pour acheter une maison à Shasta, car son père était malade et il devait faire face à des difficultés financières. L'idée était de mettre la petite à l'abri et de l'aider dans sa vie d'adulte. Mais à l'âge adulte, Shasta avait déménagé de cette maison. Elle y avait laissé son père, alors très malade, atteint d'un cancer de la gorge. Le trust, en apprenant son départ, a voulu vendre la maison pour garder cet argent pour Shasta. Shasta a écrit une lettre pour le procès, disant qu'elle voulait que son père garde la maison, précisant que les dons la concernaient elle, mais aussi son père gravement malade. Mais finalement, le juge a décidé que le père devait quitter les lieux. La maison a ainsi été vendue et l'argent mis de côté pour la jeune femme. Depuis, son père est mort. Souhaitons à Shasta de trouver la paix intérieure. Aux dernières nouvelles, elle avait violé sa conditionnelle, n'ayant pas respecté le traitement médical qui lui avait été imposé, mais précisons tout de même que la justice, au vu de son passé, a toujours fait preuve d'une certaine clémence avec elle. C'est tout pour aujourd'hui. Vous savez enfin quelles histoires tragiques, parce qu'il y en a plusieurs, se cachent derrière ces images si connues. Merci pour vos messages sur Instagram, ça nous fait chaud au cœur, on essaie d'y répondre vraiment au mieux. Merci également pour toutes vos questions concernant le face reveal. On a hâte d'y répondre, mais ce sera face caméra. N'hésitez pas à poser d'autres questions d'ailleurs en commentaire. Et moi je vous dis à très très bientôt. Sachez que là on est en train de monter notre petit studio. Heureusement qu'on avait acheté tout ça avant. J'espère que vous êtes tous en sécurité, en confinement, ou peut-être en première ligne toujours. Mais dans un cas comme dans l'autre, on vous souhaite bon courage. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur YouCrim pour une autre triste histoire.